Voici l'histoire de la collision entre la carte de l'uranium iranien, le détroit d'Ormuz et la crise de survie du corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, et pourquoi le prochain mouvement pourrait remodeler le Moyen-Orient. Pendant 45 ans, ils ont dit qu'ils n'y renonceraient jamais, pas sous les sanctions, pas sous les frappes militaires, pas sous la pression diplomatique la plus étouffante qu'une nation ait subie à l'époque moderne. L'uranium enrichi n'était pas simplement un programme d'armement pour la République islamique. C'était la raison d'être du régime, sa prétention à la suprématie régionale, la carte qui faisait réfléchir chaque ennemi à deux fois. Chaque négociation penchait en faveur de Téhéran. Chaque menace venue de Washington et de Tel Aviv avait moins de poids qu'elle n'en aurait eu autrement. Puis sont venus les mots qui ont tout changé. L'Iran a accepté de ne pas posséder d'armes nucléaires. L'Iran a accepté de remettre ses stocks d'uranium enrichi, et ils l'ont accepté de manière très ferme. Naturellement, dans l'univers Trump, même une concession nucléaire arrive habillée comme un slogan de campagne. Ces mots n'étaient pas un cessez-le-feu, pas une pause, pas une suspension temporaire sous des protocoles d'inspection que l'Iran pourrait discrètement annuler 6 mois plus tard. Ils équivalaient à la reddition de l'actif le plus stratégiquement important que la République islamique ait jamais possédé. La ligne rouge que le CGRI disait depuis des décennies qu'il mourrait avant de la franchir avait été franchie. La manière dont cela s'est produit est la partie de cette histoire que même Washington n'avait pas pleinement anticipée. Cela s'est produit sans qu'un seul soldat américain entre sur le territoire iranien, sans opération aéroportée dans des forteresses souterraines, sans le raid militaire le plus complexe depuis la Normandie. Ce qui vient de se passer en Iran est l'un des événements les plus lourds de conséquences de l'histoire du Moyen-Orient, et tout son poids n'a pas encore été ressenti. Pour comprendre pourquoi ce moment est aussi bouleversant sur le plan historique, il faut comprendre ce qu'était réellement cet uranium. Pas techniquement, mais stratégiquement. L'accord nucléaire de 2015, le JCPOA, avait limité le programme d'enrichissement de l'Iran à une pureté de 3, 67%, avec un plafond de stock de 300 kg sous inspection internationale continue. C'était un cadre qui maintenait les capacités nucléaires de l'Iran à distance de la matière de qualité militaire, dont ni Israël, ni l'Arabie saoudite, ni les États-Unis ne pouvaient accepter qu'elle soit proche. Puis Trump s'est retiré de l'accord pendant son premier mandat, et Téhéran a relâché les freins, d'abord vers un enrichissement à 20%, puis à 60%. La rupture de l'ancien accord a été vendue comme une preuve de fermeté. La facture est arrivée plus tard, écrite en pourcentage d'enrichissement. En juin 2025, le stock d'uranium enrichi à 60% avait dépassé 440 kg. C'est assez de matière fissile, si elle est correctement traitée, pour plus de 10 ogives nucléaires. Le délai que les experts appellent le temps de percée, soit la période entre une décision politique de fabriquer une arme et la capacité technique de la faire réellement exploser, s'était réduit à quelque chose de presque nul. Pour Israël, ce n'était pas une préoccupation de sécurité abstraite. C'était un cauchemar existentiel avec un compte à rebours en marche. Pour l'Arabie saoudite, qui observait depuis des décennies l'accumulation de la puissance régionale iranienne, un Téhéran capable d'accéder au nucléaire représentait la fin de tout équilibre stratégique que le Golfe avait maintenu. Pour les États-Unis, un Iran doté de l'arme nucléaire dans une région où l'Arabie saoudite, l'Égypte et la Turquie avaient chacune communiqué en privé qu'elles poursuivraient leur propre programme en réponse signifiait le début de la cascade de prolifération la plus dangereuse de l'ère nucléaire. L'uranium était réparti entre 3 forteresses souterraines construites précisément pour survivre aux frappes aériennes américaines et israéliennes. Natanz était enfoui au cœur des montagnes, entouré de béton et de blindage au plomb. Ispahan abritait environ la moitié du stock total dans des tunnels situés à plus de 90 m de profondeur. Fordo était entièrement construite à l'intérieur d'une montagne, conçue pour résister à une attaque directe des munitions conventionnelles les plus puissantes qui existent. Les frappes de juin 2025 avaient gravement endommagé ces installations. Une partie importante du stock avait été ensevelie sous les décombres. Mais les frappes ne pouvaient pas résoudre le problème central. L'uranium enrichi à 60% ne disparaît pas par désintégration radioactive. Il ne se dégrade pas. Il ne devient pas inoffensif. Il peut rester à des niveaux d'enrichissement pertinents pour des armes pendant des centaines d'années. Les bombes ont détruit l'infrastructure. Elles n'ont pas détruit la matière. Avec du temps et des ressources, on peut reconstruire autour de cette matière. Le programme pourrait être rebâti. C'est ce qui a poussé le Pentagone à présenter à Trump un plan d'opération terrestre que des responsables de la défense ont décrit en termes sans ambiguïté comme un cauchemar logistique plus complexe que la Normandie.
La 82e division aéroportée serait parachutée en territoire hostile et construirait une piste à partir de rien sous le feu ennemi. La Delta Force et les équipes Navy SEAL perceraient 300 pieds de décombres pour atteindre des tunnels situés à 90 mètres sous terre. Des opérateurs en combinaison de protection entreraient dans les installations souterraines avec des détecteurs de radiation, vérifiant chaque cylindre pour repérer d'éventuels pièges explosifs, avançant pas à pas dans des environnements où une seule erreur signifierait une contamination. Tout cela devrait être maintenu sous des attaques continues de missiles et de drones iraniens pendant des semaines. Seuls quelques dizaines de soldats dans toute l'armée américaine ont reçu une formation aux opérations de récupération de matières nucléaires. Le plan était possible sur papier, comme presque tout peut être possible sur papier. Dans la pratique, d'anciens responsables de la défense l'ont décrit comme quelque chose qu'ils ne pouvaient pas recommander d'exécuter. Tous les problèmes ne deviennent pas simples simplement parce qu'un podium les fait sonner ainsi. Trump a regardé ce plan, puis il a regardé un détroit de 20 et un mille de large dans le golfe Persique, et il a choisi le détroit. Parce que, dans le manuel Trump, la géographie devient une stratégie dès qu'elle tient dans un titre. Le 13 avril, la marine américaine a déclaré un blocus complet des ports iraniens dans le détroit d'Ormuz. Les navires de la flotte fantôme, ces bateaux qui avaient réussi pendant des années à transporter le pétrole iranien par des circuits parallèles, ont tous été renvoyés. Avant le blocus, 97% du pétrole iranien allait vers la Chine. Des destroyers américains ont redirigé des pétroliers liés à la Chine. Malgré cela, le pétrolier Rich Tari a semblé tenter de passer, a été suivi puis redirigé vers le golfe Persique. L'architecture de surveillance était totale. L'application du blocus était complète. La version pour salle de presse l'aurait probablement appelée pression parfaite, comme si le détroit d'Ormuz était l'inauguration d'un hôtel. Mais le blocus n'a pas seulement arrêté le pétrole. L'essentiel des importations alimentaires de l'Iran arrivait par la mer. Blé, riz, huile de cuisson, matières pharmaceutiques, pièces de rechange pour l'équipement industriel. Tout passait par Ormuz. Le blocus a scellé simultanément les deux extrémités du système circulatoire économique de l'Iran. Rien ne sortait, rien n'entrait. Et dans les plus hautes salles de décision de Téhéran, ceux qui comprenaient les chiffres ont fait le calcul que le blocus les forçait à faire. En 10 jours, les puits de pétrole commenceraient à être arrêtés à cause du débordement des capacités de stockage. Une fois arrêtés, certains ne se rétabliraient jamais complètement. En 10 jours, les réserves alimentaires dans les grandes villes commenceraient à visiblement s'amincir. En 10 jours, les installations industrielles dépendant de matières premières importées commenceraient à s'éteindre. En 10 jours, le flux d'argent qui soutient chaque fonction de l'État iranien, des salaires des soldats au financement des réseaux de mandataires, en passant par les subventions gouvernementales qui maintiennent les derniers fils du contrat social avec le peuple iranien, serait effectivement réduit à zéro. L'uranium enrichi à 60% est une monnaie d'échange, et une monnaie puissante. Un investissement de plusieurs décennies dans le levier, la dissuasion et la psychologie de la domination régionale. Mais que fait un régime avec de l'uranium enrichi lorsque son économie s'est effondrée? Que peut accomplir un gouvernement avec un programme nucléaire quand son peuple ne trouve plus de carburant? Que protège le CGRI avec son stock sacré lorsque le régime lui-même est à 2 semaines d'une défaillance structurelle? Le blocus d'Ormuz a répondu à la question qu'aucune pression de sanctions n'avait jamais forcé l'Iran à affronter avec une telle rapidité et une telle finalité. L'uranium est une monnaie d'échange. Ormuz est une question de survie du régime. Et lorsque ces deux choses entrent en conflit direct, une seule détermine si le régime existera encore le mois prochain. L'Iran est venu à la table, et il a apporté l'uranium. Mais le titre ne saisit pas la couche la plus dangereuse de cette histoire. Cette couche est plus dangereuse que l'accord lui-même. C'est elle qui déterminera si ce que Trump a annoncé se produira réellement. L'Iran n'est pas une structure homogène gouvernée depuis un seul centre. Il ne l'a jamais été. Et aujourd'hui, il est plus fracturé qu'à n'importe quel moment de son histoire post-révolutionnaire. D'un côté se tient le président Massoud Pezeshkian. Il voulait un cessez-le-feu avant que la guerre atteigne son intensité actuelle. Il avertit publiquement, dans un langage extraordinaire pour un président iranien en fonction, que l'économie s'effondrera complètement en 3 semaines. Il est devenu le visage de la faction, qui comprend lucidement que le régime ne peut pas survivre à la trajectoire économique produite par la stratégie de guerre du CGRI. La position de Pezeshkian sur l'uranium est pragmatique au sens le plus froid du terme. Le remettre, lever le blocus, garder le régime debout, humiliation institutionnelle, oui. Retrait de 45 ans de principes déclarés, oui. Mais un régime humilié existe encore.
Un régime économiquement anéanti dans les 14 prochains jours n'existe pas. De l'autre côté se tient le commandant du CGRI, Ahmad Vaidi. Selon des sources d'Iran international, ce que Vaidi faisait pendant que les négociations se poursuivaient n'était pas une objection passive. C'était une prise active de fonction de l'État, blocage de nominations présidentielles, occupation de poste au ministère du Renseignement par ses propres choix en dehors du processus constitutionnel qui exige l'autorité présidentielle, pression pour remplacer le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale par quelqu'un aligné sur les intérêts du CGRI, et prise effective de pouvoirs exécutifs qui appartiennent constitutionnellement au gouvernement civil. Pezeshkian a officiellement exigé que les pouvoirs exécutifs soient rendus à l'administration civile. Vaidi a catégoriquement refusé. Ce n'est pas un désaccord de politique entre deux branches du même gouvernement. C'est un coup constitutionnel exécuté au ralenti à l'intérieur d'un régime qui tente simultanément de négocier avec Washington, de gérer un soulèvement populaire dans des dizaines de villes, de maintenir des opérations militaires, avec des soldats qui désertent en groupe, et d'empêcher l'effondrement économique qui se trouve maintenant à 2 semaines. Au-dessus des deux, sans apporter ni clarté ni résolution, flotte le fantôme de l'autorité constitutionnelle. Mojtaba Khamenei a été déclaré guide suprême après la mort de son père. Il est presque jamais vu en public. Constitutionnellement, il est le commandant en chef de toutes les forces armées iraniennes. Dans les faits, Vaidi dirige le commandement. Le vide de légitimité créé par un guide suprême incapable de fonctionner est le principal facteur qui permet au CGRI de s'emparer du pouvoir. Chaque décision exige une autorisation qui ne peut être obtenue, ce qui signifie que l'entité prête à agir sans autorisation remporte la compétition institutionnelle. Le CGRI est prêt à agir sans autorisation. C'est tout le sens de ce que Vaidi fait. Placé dans ce tableau, la décision de remettre l'uranium soulève la question que se pose chaque service de renseignement qui observe Téhéran. Le CGRI peut-il saboter cela? Techniquement, la réponse est oui. Plusieurs méthodes existent. Il pourrait entraver le processus physique de remise, bloquer l'accès aux installations où les stocks sont entreposés, retarder les inspections et créer des frictions bureaucratiques qui prolongeraient indéfiniment le calendrier. Pendant que le régime affirme respecter l'accord de bonne foi, il pourrait déplacer des stocks vers différents emplacements, des installations souterraines que l'Iran n'a jamais officiellement reconnues. L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, a constamment documenté que les activités nucléaires déclarées de l'Iran ne représentent pas l'ensemble des activités nucléaires iraniennes. La matière déplacée à l'avance ne peut pas être vérifiée comme manquante, tant que les inspecteurs n'ont pas un accès illimité aux installations contrôlées par le CGRI. Ils pourraient sous-déclarer, annoncer qu'une partie du stock a été remise tout en conservant une réserve dissimulée qui préserve l'option technique qu'il abandonne publiquement. Le stock déclaré et le stock vérifié. Le reste non déclaré et la police d'assurance. Ces options existent sur papier. Qu'elles puissent être exécutées dans la pratique dépend de la réponse à une seule question. Le CGRI croit-il pouvoir survivre à ce qui se produira si Trump conclut que l'Iran ne respecte pas l'accord? C'est une chose précise et dangereuse à faire face à un homme précis et dangereux. Et l'entourage de Trump n'a jamais été timide lorsqu'il s'agit de transformer l'incertitude en ultimatum prêt pour la télévision. Avec 3 groupes aéronavals et un plan d'opération terrestre déjà rédigé et posé sur une tablette, le CGRI fait face à 3 options. Aucune n'est bonne. Ce n'est pas exactement le genre de menu que les commentateurs pro-Trump affichent habituellement sur un visuel de victoire. La première option est la remise de l'uranium. Ce serait un suicide institutionnel pour l'organisation qui a construit toute son identité autour de la protection de ce stock. Le récit de la résistance s'effondre. La légitimité de l'existence du CGRI est fondamentalement remise en question. Mais le régime survit, et un régime survivant est une plateforme à partir de laquelle le CGRI peut éventuellement se reconstruire. La deuxième option est de saboter la décision et de poursuivre la guerre. Cela invite Trump à jouer toutes les cartes sur la table simultanément. Dans cet écosystème, l'escalade est souvent vendue comme de la force bien avant que quelqu'un explique la facture. Le blocus s'intensifie. Le cessez-le-feu prend fin. Le plan d'opération terrestre que les responsables de la défense ont décrit comme un cauchemar logistique cesse d'être un plan posé sur une tablette et devient un ordre en cours d'exécution. La 82e division aéroportée, la Delta Force, les équipes seules, toute l'architecture de l'opération militaire la plus complexe depuis la Normandie, deviennent la conséquence directe du choix du CGRI de préférer le sabotage à la reddition. La troisième option est un coup interne. Renverser le gouvernement de Pezeshkian, déclarer la loi militaire et mettre fin au processus diplomatique. Cette option élimine la dernière faction qui plaide pour la préservation du régime par la négociation
et remet l'ensemble de l'État iranien à l'organisation dont la stratégie a produit la catastrophe actuelle. Ce serait, comme l'a décrit un analyste, enfoncer le dernier clou dans un régime déjà en train de s'effondrer. Les trois options signifient une perte pour le CGRI, mais le calcul qui se fait en ce moment à Téhéran est de déterminer quelle perte est la plus survivable. Dans l'espace entre l'annonce de Trump et la confirmation officielle de l'Iran, qui n'est pas encore arrivée. Les implications régionales de ce moment se répercutent déjà de manière à remodeler l'architecture stratégique du Moyen-Orient avant même que l'encre d'un quelconque accord ait séché. Pour Israël, la remise iranienne élimine la menace unique qui a dominé sa planification de sécurité nationale pendant 2 décennies, la dimension nucléaire de la menace iranienne. Elle élimine le scénario qui a poussé les gouvernements israéliens successifs à maintenir une capacité de frappe contre des installations souterraines de l'autre côté d'une région hostile. La possibilité qui a maintenu les services de renseignement israéliens dans un état de vigilance permanente pendant 30 ans a été officiellement placée sur la table pour être abandonnée. Dans les heures qui ont suivi l'annonce de Trump, Netanyahou a signalé qu'il était prêt à participer à des discussions sur un cessez-le-feu au Liban. Le calendrier n'était pas une coïncidence. C'est le genre de timing qui permet aux alliés de Trump de revendiquer une grande stratégie pendant que la région compte encore les risques. Avec l'ombre nucléaire retirée, le calcul de toute autre négociation régionale change. Le Hezbollah, sans appui nucléaire iranien, est une organisation différente du Hezbollah avec cet appui. L'architecture psychologique du réseau de mandataires de l'Iran a toujours été construite en partie autour de la protection implicite du moyen de dissuasion nucléaire qui se trouvait derrière lui. Retirer ce moyen de dissuasion, et chaque mandataire recalcule son exposition au risque sans cette protection. Pour l'Arabie saoudite et les États du Golfe, le soulagement est existentiel, mais il est aussi compliqué par ce qui vient ensuite. Le scénario cauchemardesque, un Iran doté de l'arme nucléaire dans une région où l'Arabie saoudite avait communiqué en privé qu'elle répondrait de la même manière, a été évité. La cascade de prolifération que les analystes américains décrivaient comme inévitable si l'Iran franchissait le seuil nucléaire ne se produit pas. Du moins pas maintenant, et pas pour cette cause. Mais les États du Golfe ne se contentent pas de pousser un soupir de soulagement et de revenir à leur position précédente. Ils agissent activement et immédiatement, parce que la leçon des derniers mois n'est pas seulement que le programme nucléaire de l'Iran a disparu. La leçon est que toute l'architecture stratégique de l'Iran, la doctrine de contrôle d'Ormuz, le réseau de mandataires, l'économie de résistance, la dissuasion par l'ambiguïté nucléaire, tout cela s'est révélé plus fragile que quiconque ne le croyait. Et la fragilité, une fois révélée, appelle une réponse permanente. Le développement à long terme le plus important qui émerge de cette crise n'est pas la remise de l'uranium elle-même. C'est ce que les États du Golfe font au sujet d'Ormuz. La République islamique a utilisé sa capacité de fermer ce détroit comme son arme diplomatique ultime pendant 4 décennies. La menace, explicite dans les moments de crise et implicite dans toutes les autres négociations, que l'Iran puisse étrangler 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole en fermant une voie maritime de 20, et un mille était le fondement structurel du levier de Téhéran dans chaque salle où il entrait. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont conclu que ce levier devait être éliminé de manière permanente, pas géré, pas dissuadé, éliminé architecturalement, en supprimant la dépendance géographique qui rendait ce levier possible. D'immenses projets de pipelines de contournement et de canaux sont maintenant en cours dans la péninsule arabique. Des routes conçues pour transporter le pétrole et le gaz du Golfe vers les marchés mondiaux sans transiter par le détroit d'Ormuz. Certaines infrastructures de pipeline existantes sont considérablement élargies. De nouveaux corridors sont planifiés et financés. L'ambition d'ingénierie se mesure en centaines de milliards de dollars et en échéanciers de plusieurs années. Mais la logique stratégique qui motive cet investissement n'est pas principalement économique, elle est géopolitique. Lorsque le pétrole du Golfe pourra atteindre les marchés mondiaux sans toucher Ormuz, la carte ultime de la République islamique sera annulée de façon permanente, sans frappe militaire, sans négociation, sans aucun accord, ni coopération de l'Iran. La géographie elle-même est en train d'être réaménagée pour rendre la menace impossible à exécuter, plutôt que simplement dissuader. Cela représente une catégorie de pensée stratégique historiquement inhabituelle. Il ne s'agit pas de se battre pour un terrain, mais d'éliminer la valeur stratégique de ce terrain en construisant autour. La carte ultime de l'Iran sera annulée non pas par des navires de guerre américains maintenant un blocus indéfiniment, mais par des équipements de construction saoudiens et émiratis avançant à travers le désert pendant que le monde regarde la diplomatie. La révolution géopolitique en cours dans le Golfe est plus silencieuse que tout le reste dans cette crise.
elle est aussi plus permanente. Mais entre l'annonce de Trump et cet avenir permanent se trouve la période la plus dangereuse de toute cette crise. Les heures et les jours qui suivent immédiatement une capitulation publique forcée par une organisation comme le CGRI ne sont pas des heures de stabilité. Ce sont des heures où le calcul interne fait par des hommes comme Vaidi atteint son point le plus aigu et le plus imprévisible. Tout le récit institutionnel du CGRI, l'histoire qu'il se raconte à lui-même, au peuple iranien et à ses partenaires mandataires pour expliquer pourquoi il existe, pourquoi il contrôle l'économie, pourquoi il exige les budgets, les privilèges et l'autorité qu'il possède, repose sur l'affirmation d'une résistance incassable. Cette affirmation vient de se briser publiquement, annoncée par le président américain, attribuée à l'acceptation iranienne, diffusée à chaque gouvernement, à chaque population et à chaque organisation mandataire, à qui l'on a répété pendant 45 ans que l'uranium était la ligne rouge qui ne serait jamais franchie. Le Hezbollah fait ses calculs, les Houthis font leurs calculs, les milices irakiennes font leurs calculs. Si l'Iran a cédé sa carte nucléaire sous pression économique, qu'est-ce que cela leur dit sur la valeur de la protection qui leur avait été promise? Si l'engagement le plus sacré du CGRI pouvait être renversé en 2 semaines de blocus, que vaut réellement l'engagement du CGRI envers leur sécurité? Ces questions, une fois posées, ne peuvent pas être effacées. Le réseau de mandataires a été soutenu pendant des décennies par la perception de la puissance et de la fiabilité iranienne. Une perception, une fois brisée, ne se reconstruit pas autour d'un communiqué de presse. Il faut des années de capacité démontrée pour la rebâtir. L'Iran n'a pas des années. Il a à peine des semaines, avant que les conséquences économiques de la situation actuelle deviennent structurellement irréversibles. Et le peuple iranien, à qui la télévision d'État du régime assurait que 87% de la population soutenait la guerre dans un sondage provenant d'une source jamais nommée, attend dans des files pour du carburant dans un pays producteur de pétrole, en regardant le régime qui lui disait que ces sacrifices étaient nécessaires à la domination régionale, remettre la pièce maîtresse de cette domination au pays qu'il appelle le Grand Satan depuis 1979, le mouvement vert de 2009 a éclaté à partir d'une élection volée. Le soulèvement de 2019 a éclaté à partir d'une hausse du prix de l'essence. La vague de 2022 a éclaté après la mort d'une jeune femme en détention policière. Chacun a été déclenché par une injustice visible qui a cristallisé un griffe accumulé en protestations organisées. Les conditions actuelles sont plus lourdes que ces 3 moments réunis. Effondrement économique, défaites militaires et reddition diplomatique se produisent simultanément. Le déclencheur qui allumera la prochaine vague n'a pas besoin d'être spectaculaire. Le bois d'allumage est déjà partout. L'image actuelle est claire. Trump a annoncé que l'Iran avait accepté de remettre son stock nucléaire. L'annonce est tombée avec le rythme trumpien familier. Certitude absolue d'abord, vérification ensuite. L'Iran n'a pas officiellement confirmé cela. Entre l'annonce et la confirmation se trouve un intervalle dans lequel la décision du CGRI, accepter l'humiliation institutionnelle ou escalader vers la destruction du régime, est encore en train d'être prise. Vaidi s'empare des fonctions de l'État. Pezeshkian exige qu'elle lui soit rendue. Le guide suprême est dans le coma. L'échéance du cessez-le-feu est passée. Le blocus tient. Les réservoirs de stockage se remplissent. Les puits de pétrole approchent du point d'arrêt à partir duquel certains ne se rétabliront pas. Les soldats désertent. Les réseaux de mandataires se demandent si mourir pour Téhéran a encore un sens stratégique. Les États du Golfe construisent des pipelines qui rendront Hormuz hors sujet avant la fin de la décennie. Et quelque part dans les installations souterraines que les frappes américaines ont ensevelies sous les décombres, l'uranium que le CGRI appelait sa fierté nationale, son bouclier de résistance et sa raison d'être reposent dans des conditions que personne à Washington ne peut pleinement vérifier et auxquelles aucun inspecteur n'a encore accédé. Les États-Unis ont fait quelque chose que leurs propres responsables de la défense qualifiaient de presque impossible. Ils ont convaincu l'Iran de remettre son actif le plus stratégique sans exécuter l'opération militaire la plus complexe depuis la Normandie. Ils n'ont pas envoyé la 82e division aéroportée. Ils n'ont pas déployé la Delta Force dans des tunnels à 90 mètres de profondeur en combinaison de protection. Ils ont fermé le détroit, retourné le temps contre un régime qui se fissurait déjà de l'intérieur, et attendu à une table jusqu'à ce que les mathématiques de la survie prennent le dessus sur 45 ans d'engagement idéologique. Cela a fonctionné, du moins sur papier, du moins selon une annonce, du moins pour l'instant. Dans le récit pro-Trump, cela devient du génie. Dans la réalité, cela reste un pari posé sur une ligne de faille. Mais le silence du CGRI dans les heures qui ont suivi cette annonce n'est pas nécessairement une acceptation.
Ce pourrait être le calme avant la décision la plus dangereuse que l'organisation ait jamais prise. Parce que remettre l'uranium, c'est remettre le récit, et le récit est tout ce qu'il reste au CGRI. Quelque chose d'impensable vient de se produire en Iran, et la partie la plus impensable n'est pas la reddition elle-même. C'est ce qui se passe ensuite à l'intérieur du régime qui a été forcé de l'accepter. Cette réponse est encore en train d'être décidée à Téhéran, dans des tunnels, dans des salles où des hommes qui se combattent depuis 1988 choisissent entre la survie et l'histoire qu'ils se racontent depuis toute leur vie. Le monde regarde, et l'horloge n'a jamais été aussi proche de minuit.